Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez bien ce que je veux lire. Si je dois choisir entre faire face à une menace existentielle et être confronté à des sanctions, je prendrai les armes pour affronter la menace existentielle sans tenir compte des sanctions. Qui parle? D'après vous, imaginez. Qui parle ainsi? Vous allez savoir ça tout de suite. Écoutez la suite. La même personne dit, « Je ne me laisserai pas intimider. » Waouh, très bien. Il ajoute, « Nous avons affaire à un gouvernement congolais qui, en réalité, n'a pas été élu la première fois, ni la seconde fois, et dont la seule ambition est de persécuter les gens, de semer encore plus de chaos et de tout accaparer pour lui-même. Il ne partage pas, pour lui-même. Il ajoute, toutes les ressources dont dispose ce pays sont confisquées par un petit groupe de personnes qui non seulement accaparent tout, mais finit par agir contre le reste de la population. Mesdames et messieurs, ça c'est Paul Kagame qui dit ça. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul Kagame? Paul Kagame veut dire qu'il est face à une menace existentielle et donc il doit prendre des armes. La menace existentielle, c'est laquelle? Ce sont les ressources naturelles de la RDC. S'il n'a pas les ressources naturelles de la RDC, il va mourir. S'il n'a pas les ressources naturelles de la RDC, eh bien, le Rwanda va mourir. Donc, il préfère prendre des armes pour combattre la RDC, pour aller chercher les mines, pour aller chercher les ressources naturelles, pour aller chercher les matières premières de la RDC et amener au Rwanda pour enrichir les Rwandais. Tant pis si 1 million, 2 millions, nous sommes aujourd'hui à 18 millions, bientôt 20 millions, parce qu'on est entre 18 millions et 20 millions actuellement de morts, mais tout ça, ça ne dit absolument rien. Lui, ce qui compte, c'est existentiel pour lui. Sans les matières premières d'autrui, il ne peut pas vivre. C'est comme un voleur. Quand il veut prendre ta chose, il ne pense pas que non, toi, tu as besoin de ce qui t'appartient. Donc, lui, il veut ça pour lui. Il vient, il vole. Et lui, il est pire qu'un voleur parce que quand il vient, il te tue d'abord et puis il prend ce qui t'appartient. Et il dit que même si l'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine, le Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis d'Amérique vont le sanctionner, il préfère se battre que de se soumettre à des sanctions. Ils sont fous des sanctions, les amis. Les amis, c'est grave. Kagame reconnaît qu'il dit qu'il est, il est devant une menace existentielle. Quand on dit une menace existentielle, c'est-à-dire que s'il ne fait rien, s'il ne prend pas les ressources naturelles du Congo, lui et son pays, ils vont tous mourir. Est-ce que c'est la faute du Congo, de la RDC, si Kagame n'a pas eu de matières premières chez lui? Pourquoi Kagame ne porte pas plainte devant le grand Dieu? En fait, il est en train de nous dire qu'il faut faire comme certains pays le font au Moyen-Orient. Une menace existentielle. Et pire, écoutez ce qu'il lui a dit. Quand il dit par exemple que je ne me laisserai pas intimider. Donc,
les pays européens, là, qui sont ses amis, hein, ce sont ses amis. Ce sont eux qui lui ont donné les armes. Parce que Kagame utilise les armes des Israéliens, les armes des Français, les armes des Anglais, les armes des Américains, les armes des Allemands, les armes des Polonais. Voilà ce qu'il utilise pour faire la guerre à l'est de la RDC dans le Kivu. Maintenant, il dit, puisque ceux-là qui lui donnent des armes disent que non, mais maintenant, tu es allé trop loin, maintenant il faut que tu recules un peu. Il dit non, pour moi c'est existentiel, je ne recule pas. Les autres disent, bon, nous on va te sanctionner. Il dit non, vous pouvez sanctionner, moi je m'en fous, vous n'allez pas m'intimider, je n'ai pas peur de vous. Kagame n'a plus peur de ses maîtres. Et quand il dit par exemple, nous avons affaire à un gouvernement de la RDC qui en réalité n'a pas été élu ni la première ni la seconde. La seconde fois, bien sûr. Alors, les amis, oh, Kagame a été élu combien de fois? Kagame est mieux élu que Tshisekedi. Quiconque sait ce qui se passe au Rwanda sait que Kagame, lui, il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas la démocratie. Il est le seul candidat. Il est le candidat unique. Comme dans d'autres pays africains. C'est-à-dire que quand il y a une opposition, c'est quelqu'un, une opposition de compromis. On te dit, bon, toi, tu vas jouer le rôle de l'opposant. Tu viens, tu critiques, mais il y a des limites. Attention, ne dis pas trop. Si tu vas trop loin, allez, on t'élimine. Kagame nous dit ici, là, que la seule ambition de ce gouvernement, de Tshisekedi, c'est de persécuter les gens. Attendez. Il renverse les rôles. C'est Tshisekedi qui est persécuté. Ce sont les Congolais qui sont persécutés. Ils sont envahis par les Rwandais. Ils sont tués par les Rwandais. Et il dit que lui, il est persécuté. Les Rwandais sont persécutés. Il faut être audacieux. Même pas. Je crois qu'il faut plutôt être fou. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire là. Les amis, c'est grave. Donc, il sait que persécuter les gens semer encore plus le chaos. Et de tout s'accaparer. Ah bon? Oh, il ne veut pas que le Congo puisse gérer ses matières premières seul. Il veut que la RDC puisse gérer ses matières premières avec le Rwanda. Oh là là. Ça dit que ce monsieur, dans cette interview qui est sortie, je crois, dans Jeune Afrique, où il a parlé ou quoi, mais les amis, mais c'est grave ce qu'il est en train de dire. Il est en train de nous dire exactement la vérité, c'est qu'il est maintenant fou. Il se plaint parce que lui, il veut aussi gérer les biens, les matières premières du Congo, comme il l'avait fait avec Kabila. Vous voyez, pendant 18 ans, Kabila et lui se sont partagés. Ils faisaient une cogestion. Tous les officiers, tous les administrateurs, tous les fonctionnaires de haut niveau, tous les directeurs généraux étaient nommés avec l'accord de Kagame. Quand il y a eu l'élection qui a mené Tshisekedi au pouvoir, Kagame demande à la Cour constitutionnelle de la RDC de ne pas proclamer les résultats avant que lui ne vienne à Kinshasa. Les autres n'ont pas attendu ça, ils ont proclamé les résultats. Là, il a commencé à comprendre que eh ben, les choses sont en train de changer. Heureusement pour lui que quand Tshisekedi arrive, Tshisekedi vient faire, hein, c'est la cool douce, c'est la belle vie. Il est content avec lui, ils dansent ensemble, ils vont, Kagame vient à Kinshasa, Tshisekedi va ainsi de suite, jusqu'à ce que Tshisekedi se rende compte que, mais attendez, je ne veux pas continuer à me faire manipuler comme ça. Les accords que Kabila a signés, ça ne rentre pas dans le cadre de la Constitution, et moi je ne peux pas les respecter, alors ça, le divorce. Depuis quand un pays étranger peut se plaindre des matières premières d'un autre pays? Ça, c'est comme si lui, ouais, il est en train de faire exactement comme ses maîtres, les biens mal acquis. Les biens mal acquis, c'est comme ça. Hein. On dit non, vous prenez les affaires, vous amenez l'argent d'autrui, vous amenez l'argent de votre peuple, vous amenez aux États-Unis, vous prenez en France, ainsi de suite. Où est leur problème?
ce peuple-là qui doit se plaindre. Vous voyez pourquoi moi j'ai toujours condamné cette histoire de bien mal acquis? Ça ne vous regarde pas. Ça ne regarde pas les Français. Ça ne regarde pas les Italiens. Ça ne regarde pas les Américains. Ça ne regarde pas les Canadiens. Ce n'est pas leur problème. C'est le problème des Congolais, des Gabonais, des Guinéens ou des Camerounais. Vous voyez? Et lui, il se plaint. Si Tshisekedi est mal élu, où est son problème? Est-ce que c'est lui maintenant le président de la Cour constitutionnelle? C'est lui le président de la commission électorale indépendante? Pourquoi il se plaint? Pourquoi il souffre? Où est son problème? Les amis, voilà comment Kagame se fait trahir dans ses propres propos. Il est en train de nous montrer que lui, il est prêt à faire la guerre pour prendre les matières premières du Congo. Parce que pour lui, les matières premières du Congo sont existentielles pour lui. C'est ce qui a amené de l'argent. Pendant 30 ans, il a développé son économie. Il s'est enrichi. Et d'ailleurs, lui n'a même pas enrichi le Rwanda. Les Rwandais sont les premiers immigrés partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde. Nous, les Congolais, nous sommes des immigrés aussi. Mais nous ne sommes pas partout dans le monde. Nous, les Congolais de Brazzaville, là, vous n'allez pas les voir n'importe comment partout. Aux États-Unis, vous allez voir que parmi les premiers, c'est nous autres là qui sommes venus, hein, timidement, parce que bon, en France, avant on partait seulement en France. Vous allez en Belgique, là, vous allez trouver peu de Congolais de Brazzaville. Peut-être en Italie, encore, il faut les compter. Mais les Rwandais, là, vous les verrez dans tous les pays européens. Il n'y a pas un seul pays où vous n'allez pas trouver un Rwandais. Aux États-Unis, au Canada, ainsi de suite. S'ils étaient heureux, ils allaient rester chez eux. Les amis, nous là, on est là parce qu'on sait que nos positions, notre façon, on veut notre liberté. On veut notre capacité, notre épanouissement. Ce qu'on ne nous donne pas au Congo. Mais dès que ça peut s'ouvrir, là, vous allez voir, on va repartir en masse. Les Rwandais sont partout, même en Afrique. Vous allez au Centrafrique, vous allez au Tchad, vous allez au Gabon, Congo, Cameroun, partout, vous allez les Rwandais, ils vont. Ils cherchent l'avenir ailleurs. Parce qu'il n'y a rien au Rwanda. Parce que les 30 ans où Kagame a pillé le Congo démocratique, ce n'était pas pour les Rwandais. C'était pour lui-même et pour les Occidentaux. Voilà comment on voit ça par les effets. Quand ils sont venus au Congo, là, quand ils sont rentrés là, les gars, ils prenaient tout. À peine s'ils ne prenaient pas la terre pour amener chez eux. Quand ils arrivaient devant un sac de riz, là, ils tremblaient. Il y a un qui a confondu le riz avec le sel, il a pris le sac de sel, il est parti avec. Oui, c'est incroyable. Il y en a qui ont pris l'huile des voitures. Ils croyaient que c'est l'huile de palme. Il a mis dans le sac, il est parti avec. J'espère qu'il n'a pas avalé ça, parce que s'il a avalé ça, il va mourir. Ils ont pillé systématiquement Goma. Et vous me dites que ça, ce sont des gens heureux. Une armée qui vient, qui rentre dans un village, la première des choses, dans une ville, la première des choses, c'est piller. Tout, jusqu'aux banques. Ils n'ont pas la même monnaie, hein. Mais ils ont quand même pillé les banques. Les caisses, là, ils ont tout enlevé, ils ont tout arraché, ils sont partis avec. Le même jour. Vous me dites que ça, c'est une armée. Ça, c'est des gens qui sont riches. Ça, c'est des gens qui sont épanouis. Mais ils sont malheureux. C'est des minables. Quant à la criminalité, ah bon, c'est même pas la peine. Ils violent tout le monde. Y compris des bébés, ils violent. Mais ils ont montré mais leur barbarie la plus... C'est incroyable. Incroyable. Donc voilà, M. Kagame, là, ce que je peux dire, c'est que quand vous regardez un peu cette affaire-là, quand vous regardez Paul Kagame, là, ça me rappelle les derniers jours de Mobutu.
Il était devenu arrogant, il parlait n'importe comment. Il insultait les Américains, il insultait ses maîtres, hein, parce que les Américains sont dans tous les coups fourrés qu'il y a dans le monde. Vous savez pas ça? Dans le monde entier, là, quand il y a un coup fourré, les Américains sont là-dedans. Ils vont peut-être pas vous le dire, mais ils sont toujours là. Au Rwanda, les Américains sont là. Ce sont les Américains, après les Français, les Anglais, les Allemands, toute l'Europe. Ce sont eux qui sont en train de faire les Canadiens, Israël, le Qatar et tout. Et c'est la même bande qui fait des coups partout, qui détruisent le monde. Ah oui, ils massacrent le monde. Donc, quand vous voyez comme ça, là, Kagame est en train d'aller vers ses derniers jours. Les amis, Kagame est en fin de règne. Kagame a régné. Là, il est en fin de règne. Avec ce langage-là, il est en fin de règne. Il est devenu suicidaire. Il est suicidaire. Vous voyez, il était calme. Depuis 6 ans, il ne parlait pas. Maintenant, tous les jours, Tshisekedi par-ci, Tshisekedi par-là. Tshisekedi est allé au Tchad. Il commence à suivre tous les déplacements de Tshisekedi. Tshisekedi était au Tchad. Tshisekedi était en Afrique du Sud. Tshisekedi était au Qatar. Quand là où Tshisekedi va, lui aussi il part. Il s'arrange à partir aussi pour aller chercher à voir comment il peut boycotter les actions de Tshisekedi. Mais Tshisekedi travaille pour son pays. Lui, il travaille pour voler les matières de Tshisekedi. C'est plus compliqué. C'est très compliqué. C'est un casse. Il ne dort plus. Hein. Je suis sûr que maintenant, il ne dort plus. Mais il est en fin de règne. Mobutu était comme ça. Mobutu, à la fin de ses jours, mon Dieu, ça s'annonçait comme ça, comme vous voyez comme ça. Il croyait qu'il est... vous voyez, là, il dit, je prendrai des armes pour combattre n'importe qui. Alors que, aujourd'hui là même, tout un bataillon a été décimé. Un bataillon, c'est près de 800 personnes. Tout un bataillon a été décimé dans le sud Kivu. Et vous allez me dire, un type comme ça, qui s'en fiche éperdument, il est en train de perdre des hommes. Ce sont des milliers de personnes qui meurent. Et non, il continue à croire qu'il peut faire quelque chose. C'est malheureux. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.